Non, Sur son socle en marbre. Ouais, c'est bien. Parce que ça rime pas, mais c'est bien. Sur son socle en marbre. Sur son socle en marbre. Pygmalion, Pygmalion, Pygmalion. Attends, stop, j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le nom de la statue ? Galatée. Pourquoi il n'y a pas écrit dans la page Wikipédia le nom de la Moi, j'ai statue ? tombé sur Wikipédia tout à l'heure. Bon, voilà, on l'a. Galatée. Oui, Galatée. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur votre émission hebdomadaire. J'ai nommé, bien entendu, Mardi. J'ai beaucoup aimé vos petites chansons, hein. C'était vraiment top. Ça fera une intro parfaite. Moi, c'était sur le rythme de l'Aziza. Ouais. Pygmalion, Pygmalion, La, 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 ta statue. Moi, je sais pas sur quoi. Ah si, moi c'était sur Je suis amoureux d'une terre sauvage. Je sais plus qui c'est. Mais si, un sorcier vaudou m'a peint le vide. Africa. Non ? Oula, non, Alors, je aucune connais idée, aucune idée. Merde, Mais c'est ringard. c'est super intéressant. Parce que justement, on va parler de pratiques qui, loin culturellement des pratiques vaudou, pour autant, on peut s'en rapprocher un petit peu dans la mise en animation, mise en vie des objets inanimés, bien Ouais, entendu. les petites poupées et tout, ça Car va, hein. pour poursuivre notre cycle mythes et héros, mythes et légendes, comme les Mythos, dossiers, ILOS. comme les dossiers d'anglais de terminale pour le bac. C'est pas obsolète ça maintenant ? Non, c'est toujours d'actualité, Ah ouais, hein, les dossiers d'anglais, ouais, bien sûr. Il faut que je me renseigne. On avait vu la semaine dernière, enfin, on avait parlé en tout cas du mythe du Don Juan. Tout à fait. Vous n'avez pas encore écouté l'épisode. Enfin, faites-y. si, peut-être parce que Peut-être, maintenant, comme on ouais. poste le truc, Oui, là, oui, peut-être oui, que vous non, l'avez déjà c'est- écouté. J'espère bien. Mais Faut être assidu, hein. Commencez ouais. par l'épisode 1 puis revenez nous voir. Voilà, tout à fait. Bon, après, c'est pas forcément indispensable pour comprendre Si, celui-ci. c'est D'accord. indispensable. Ok. Nous allons parler cette semaine du mythe de Pygmalion. Pygmalion. Juste une petite parenthèse, d'habitude, tu me demandes si ça va. Ouais. Parce que là, moi ça va pas. Ouais, ça va J'ai pas. mal au dos, Ellie. Ouais, c'est vrai, j'avoue, t'as mal au dos. Mais bon, Mais sinon ça va. t'es bien affaissé là, t'es bien dans le canapé. Je suis incrustée là. Mais justement, les auditeurs l'entendent au placement des Oui, micros. c'est Je suis vrai. pas placé à ma position Mais c'est pour raison habituelle. d'handicap chronique. Voilà. Donc Bulle est affaissée dans le canapé. Elle va bientôt se transformer en statue. Alors, peut-être qu'elle va faire le mouvement inverse. Et Juliette, toi aussi, est-ce que ça va pas comme Bulle? Ça va. Ça va. Et tu me fais chier pour que je te demande si ça va pour me dire genre ça va. Là, t'as rien de plus intéressant Non, à mais dire. d'habitude, on dit bonjour, ça va, merci Ellie. Ouais, on perd les règles de politesse quoi. Bon, on se présentera à la fin de l'épisode. Voilà. Ouais, voilà, c'est cool. Parfait. C'est une bonne idée ça. À défaut de nous présenter, est-ce que l'une de vous veut bien nous présenter le mythe de Pygmalion, nous raconter l'histoire? Ah, on tire au sort. Ah, Juliette, c'est toi. Alors, Pygmalion, c'est un descendant d'Héphaïstos et de Athéna. Non, bref, il est sur une île Chypre. Il est sur Chypre, C'est un pardon. petit chypriote. Un petit chypriote. Et il est sculpteur. Et il déteste les femmes chypriotes parce qu'elles sont pleines de vices. Et lui, il rejette tout ça. Et en fait, il a sculpté bah, à ce moment-là, c'est une représentation de femme au sein d'une sculpture donc, qui s'appelle Galatée, je crois, ou Galatea, je sais plus. Et Athéna donne vie Aphrodite donne vie à cette sculpture et il en devient amoureux. Et je crois que dans certaines versions, il en a même des enfants. Enfin, il a même des enfants avec elle. Donc voilà, c'est un peu l'histoire grossièrement de l'artiste amoureux de sa propre création. Non, parce que moi j'avais lu des trucs sur ce mythe où, comme classique dans les mythes, quand ton vœu est exaucé, mais qu'ensuite tu fais de la merde, ton vœu t'est repris. Et donc j'avais une version où Pygmalion désire plus que tout que sa statue prenne vie, sa statue prend vie, ce que fait l'Aphrodite, et puis il finit par faire de la merde, je sais plus, il y avait un interdit, un truc qu'il fallait pas faire, comme dans tous les Je sais mythes. pas s'il a fait Et il le fait et la femme se retransforme en Bah là, statue. je sais pas quelle est Ouais. l'issue. Je sais pas Ce non qui, plus. ce qui est sûr, là, dans ce qu'on a lu, c'est que les femmes chypriotes sont punies de leurs vices et qu'elles sont transformées en pierre. Donc en certaines formes de statues aussi. Hein, mais sa femme, je sais pas. Là, C'est une bonne question. Oui. Ok. Je ne sais pas du tout si Bon, lui bah. arrive Mais un après, truc, c'est pas le sujet. C'est pas le fond. Je j'imagine. pense que ce qui est plus intéressant, c'est plus la transformation de la statue en objet vivant, enfin plus en objet du coup, en femme.
Pour vous, c'est un mythe qui vous semble toujours d'actualité, si tant est qu'on puisse dire ça? Est-ce qu'il y a un truc, une résonance? Qu'est-ce qui vous... Ça vous fait penser à quoi, là, automatiquement? Bulle. Moi, ça m'avait fait penser à Pinocchio. Tu Hmm. sais, dans l'idée de je construis le parfait petit garçon. Bon, du coup, là, c'est pas. Sinon, c'est incestueux, donc c'est un peu dégueulasse. Mais dans le genre, je construis une poupée à l'effigie de l'enfant Gepetto. parfait que j'aurais aimé avoir. Et je le trouve tellement mignon que je rêverais qu'il soit un vrai petit garçon. Et ma bonne fée, tu vois, réalise mon rêve et le Jiminy transforme Cricket. Non, ça, c'est la conscience de Pinocchio. Ah, ok. Je sais Oui. plus comment elle s'appelle, la fée, mais elle a un... Et lui, pareil, dans le genre petite malédiction, c'est pas un vrai petit... ce sera un vrai petit garçon le jour où je sais plus ce qu'il fallait qu'il fasse. Mais tant qu'il continuera de mentir, son nez continuera à grandir. Hmm. Et donc, ça l'empêche d'être un vrai petit garçon parce que ça reste une marionnette, quoi. Ouais, non, Donc, il doit y clairement, avoir une clairement, sorte de... il y a Je ça. suppose que ça doit être inspiré de ça. Donc, à mon avis, effectivement, pour Galatée, il doit y avoir aussi une sorte de période test. Hmm. Genre, si t'es fidèle ou je sais pas quoi avec Galatée, elle deviendra une vraie femme. Et si jamais tu fais de la merde, elle redeviendra statue, genre. Hmm. Enfin, comme dans tous les mythes Carrément. un peu comme ça, où on t'offre des trucs et où on te les reprend après. La petite sirène, en soi, c'est un peu ça. Hein. Bah, ça se On va mérite. te donner des jambes, Ça se mérite. mais si tu fais de la merde, on te les retire. Toi, Juliette, ça te fait penser à quoi immédiatement, le mythe de Pygmalion? Bah, ça me fait penser à deux trucs. Le premier, c'est que ça me fait penser un peu à quand on est enfant et qu'on a des doudous, des doudous et qu'en fait, on sait très bien que c'est des objets, mais ils ont des prénoms, on leur donne à manger, on les borde, on leur fait, enfin, on les rend complètement vivants. Hmm. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de très enfantin parce que on n'arrive plus à faire, parce qu'on est enfant, on ne sait pas faire la différence encore entre ce qui est vraiment vivant et ce à quoi on donne vie. Et sinon, ça me fait penser à juste à tout l'imaginaire qu'on construit autour de la figure de l'artiste qui devient fou de son art et qui arrive plus à faire la différence entre la fiction et la réalité et qui se perd complètement dans ce qu'il fait, quoi, dans sa production. Moi, j'avais lu un bouquin sur... je me souviens même plus du titre ni de l'auteur, mais sur l'imagerie religieuse. Et il y a grave ce truc justement dans l'imagerie religieuse, au sens où les portraits des saints, de la Vierge ou de Jésus ou les ex-voto, les choses comme ça, il y a un nombre incalculable de témoignages en fait, de gens qui expliquent qu'ils ont vu le portrait bouger, que le portrait l'a caressé, qu'il a cligné de l'œil ou qu'il a versé une larme. Enfin, il y a toute cette idée de donner vie au portrait. D'ailleurs, enfin, dans les églises, il y a vraiment une adoration devant une simple peinture. Ouais, l'iconographie, tout simplement. Et c'était hyper rattaché aussi aux poupées de cire que les nobles faisaient à l'effigie des morts. C'est-à-dire qu'ils ne conservaient pas des petites statuettes ou quoi, ils conservaient des reproductions taille réelle en cire de leurs ancêtres. Ils mettaient des espèces de billes dans leurs yeux, etc. L'idée étant que ça devait être le plus réaliste possible et que ces statues avaient vraiment une vie possible, enfin qu'elle avait conscience des choses qui se passaient, qu'il fallait pas faire de la merde devant elle, etc. Donc, Ce que tu dis, ça me fait penser parce que là, il y a une expo Léonard de Vinci au Louvre et que quand on parle des portraits réalisés par Léonard de Vinci, la première chose qu'on évoque à chaque fois, c'est le fait Le regard. d'avoir l'impression d'être suivi. Comme si, comme les yeux, c'est quand même la chose la plus vivante. Enfin, c'est ce qui rend vivant un visage, tu vois, les yeux. Et sur un tableau figé, les gens sont toujours hyper impressionnés et font toujours ce jeu de tourner à 180 degrés autour des tableaux. Et en fait, constamment, ils sont suivis du regard. ouais. Ouais, ça, c'est hyper Mais impressionnant. alors, qu'est-ce qui explique cette espèce de confusion? Parce qu'il y a même des affaires où des gens ont lacéré des toiles, etc., parce qu'ils supportaient plus la présence du personnage sur la toile, qu'ils voyaient presque comme vivant. Ouais. Tu vois, il y avait d'autres témoignages dans ces tableaux. Il me regardait, il m'en voulait. Enfin, tu vois, il y avait totalement une humanisation de la peinture, alors qu'en fait, c'est juste une toile. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce truc-là, qui justement est pas que enfantin, du coup? Ah non, moi je pense qu'il y a une grosse psychose qui fait que l'artiste, quand il crée quelque chose, il devient donc créateur et d'une certaine manière, il se prend aussi pour Dieu, le créateur.
Et que, enfin, c'est pas pour rien que les mots sont pareils, c'est que quand une œuvre figurative, parce que là on peut parler que d'œuvres figuratives, mais est peinte ou est sculptée, on peut pas s'empêcher de la déplacer dans notre monde réel, tu vois. Et en fait, c'est hyper déroutant parce que un artiste, quand il crée, il donne pas, il accouche pas non plus. Enfin, Oui. on avait fait un sujet d'ailleurs sur peut-on pondre des œuvres d'art. C'est un peu Saison peut-être- 1. Oui, saison 1, c'est peut-être un peu redondant, mais il y a ce truc d'être à l'origine d'eux et qui doit être complètement déroutant parce que ça donne. Enfin, t'es plus que artiste, t'es créateur, et ça je pense que tu as le vertige, quoi. Quand, Ouais, non, c'est hyper intéressant le parallèle, ouais, artiste-créateur, mais je pense que c'est exactement ça le mythe de Pygmalion. À la base, je pense qu'il y a une idée de. Parce qu'Aphrodite, c'est non seulement la déesse de l'amour, mais c'est aussi la déesse de la beauté. Et donc, il doit y avoir une forme de récompense à l'artiste. Ton travail est si beau et il est si réaliste qu'il mérite de prendre vie, en fait. C'est autant une récompense pour Pygmalion en tant qu'homme, parce que c'était ce que tu disais au début, un type qui a décidé de se vouer au célibat, qui tomberait pas dans les affres des. Comment ça s'appelle déjà Paréménides? Non, merde. non, je sais plus, les Chypriotes. Les Chypriotes, les femmes chypriotes. Les Chypriettes, pardon. et en même temps, voilà, le fameux cadeau divin de tu deviendras vivante, ma fille, quoi. Est-ce que c'est vraiment un cadeau pour un artiste que son œuvre prenne vie? Enfin, je veux dire, ça sous-entend quand même que ça veut dire que c'est le summum de la création artistique, c'est de donner vie à son œuvre, alors que... Moi, je pense que c'est un cadeau empoisonné. Bah oui, c'est clair. Non, mais Pourquoi c'est c'est comme un le cadeau portrait de empoisonné? Dorian Gray. C'est un Oui, truc voilà, où le portrait de Dorian Gray, c'est un bon exemple. Je me souviens plus exactement de tout. Le principe de Dorian Gray, c'est ça dont tu te souviens pas, le principe, comment ça fonctionne? Mais je me souviens plus de comment ça finit. Ah, bah, ok, attention, spoiler pour ceux qui ont... Mais bon, vous aviez eu le temps quand même de le lire. Donc, il noue un pacte avec le diable. Son portrait qui est peint, en gros, quand il a 20 ans, va vieillir à sa Ah oui, place. c'est ça, oui. Lui, pendant des dizaines d'années, son visage va pas vieillir. Il cache son portrait dans son cellier ou dans son grenier ou quoi, qui vieillit à sa place. Et à la fin... Et non seulement qu'il vieillit, mais comme en plus c'est un mec affreux, Oui, c'est ça. il s'enlaidit aussi Ouais, avec il s'enlaidit les parce trucs qu'il- de la vicissitude, Ouais, truc Il- machin. comme il commet un nombre incalculable de péchés, voilà, ouais. Il tu vit vois, fastement, il chope la petite vérole en baisant à droite à gauche, bah, c'est son portrait qui va être tout vérolé, etc. Et à la fin, je ne sais plus pour quel... Oui, si. Basile, qui est le peintre qui l'avait peint il y a longtemps, il y a des dizaines d'années, et qui est devenu un vieillard depuis, va chez Dorian Gray un soir. Il lui dit, écoute, je comprends pas, comment ça se fait que tu sois resté jeune, enfin, je veux dire, t'es comme le portrait que j'avais peint. D'ailleurs, il est où ton portrait? Vas-y, montre-le-moi. Dorian Gray est en mode, non, non, je vais pas te le montrer. Et puis finalement, il accepte. Et portrait qu'il avait caché dans sa remise sans vouloir le montrer. Il le montre à Basile. Basile est tétanisé. Dorian Gray chope un couteau. Il assassine Basile. Et il regarde son portrait. Il est tellement horrifié qu'il poignarde, justement, on parlait de lacération de portrait. Il poignarde son propre portrait. Et en tuant le portrait, il se tue lui-même. Et en fait, il se tue lui-même. Et la police retrouve sur le sol le cadavre d'un Un vieillard vieillard, c'est immonde. Et devant un portrait d'un jeune homme magnifique, quoi. Donc le processus est inversé. Avec un juste retournement Ouais. de situation. Là, quoi. on est autant dans Narcisse que dans. Ouais, c'est ça. Pygmalion. On est sur un truc entre les deux. Voilà. Mais là où c'est différent, c'est que le petit twist dans l'histoire de Pygmalion, c'est que lui-même, à la fin, il en oublie que c'est son œuvre. Il tombe amoureux de cette statue parce qu'elle est tellement belle. Ouais. Et Bah là, il y a un truc très narcisse. Hein. Ouais. Là, tu tombes amoureux de toi-même quand tu tombes amoureux de ta propre création. Ouais, mais quand même. justement, je pense que c'est là toute la subtilité qu'il y a entre justement Narcisse et Pygmalion, dans le sens où Pygmalion, en tout cas le mythe tel qu'on le conçoit à la base, sans parler de comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter, je pense qu'il y a quelque chose de vachement plus noble. Parce qu'il tombe amoureux de... Certes, c'est sa création, mais justement, il en meurt de savoir que c'est sa création. Il voudrait que ce soit une femme, une vraie. Et c'est d'ailleurs par amour, c'est quand il l'embrasse que Aphrodite dit, bon, allez, commande, vas-y. Et tac, là, elle devient réelle. Je pense qu'il a justement complètement perdu la notion de distanciation que tu peux avoir en tant qu'artiste. Il en demeure que ça reste un truc assez égocentrique que de tomber amoureux de la femme que tu as toi-même imaginée. C'est pour ça que tu vois, par exemple, en pensant aux Demoiselles de Rochefort, moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu chelou aussi. Le tableau. Ce côté, non mais le tableau, mais ce côté en mode la femme que tu vas finir par aimer, c'est la femme que tu t'es déjà parfaitement représentée, genre tu l'as déjà dans ta tête. En mode, comme si elle provenait de toi, parce que le tableau effectivement est incroyablement ressemblant.
Hmm. Justement, ce qui est aussi euh, cool avec l'amour, enfin, c'est se laisser surprendre, c'est pas de tomber amoureux de la femme exactement que tu avais imaginé, parfaitement, trait pour trait, personnalité pour Et c'est surtout personnalité. que, encore une fois, ça renvoie à une image de femme, en tout cas dans la Mademoiselle de Rochefort, où on tombe amoureux d'un physique, enfin, même en 2 dimensions. Et dans le cas de Pygmalion, s'il est fou amoureux de sa sculpture et de cette femme, il est fou amoureux de ses formes que lui-même a fait. Et ce que je disais en off à Elise, c'est que il y a quand même quelque chose de presque d'incestueux dans cet amour-là, parce que c'est de lui que vient cette femme. C'est pas c'est comme comme s'il avait été son père à cette femme. Ouais, mais moi je vois ça aussi vachement de l'ordre du fantasme, tu sais, le principe même d'un fantasme que tu t'inventes sans espoir de réalisation et qui, parce que t'as été loin ou trop loin, devient vraiment réel, quoi. C'est d'un seul coup, ton fantasme, t'as réussi, non, il est plus seulement dans ta tête, il est sculpté dans du marbre, tu vois. Ouais. Et ce fantasme-là, puisqu'en gros, tu lui as donné tellement de force parce que tu l'as sorti de ta tête pour le concrétiser, alors il devient réel. Je sais pas si on peut y voir une sorte de quête ou aller jusqu'au bout de vos rêves, j'en sais rien, tu vois, mais il y a un peu ce côté aussi de si tu te donnes vraiment, tu la trouveras. Parce que dans Les Demoiselles de Rochefort, je suis d'accord qu'il y a vraiment ce truc du t'as inventé la femme idéale et c'est comme ça et pas autrement, mais on peut aussi le voir comme une forme de destinée. C'est celle-là que tu aimais parce qu'en fait, c'est celle qui était à côté de toi et que tu t'étais destiné à rencontrer. Tu sais, c'est les trucs des âmes sœurs. En fait, c'était pas tellement lui qui l'a inventé que c'était elle et pas une autre. Et il se trouve que physiquement, ça lui ressemblait, quoi. Dans les Demoiselles de Rochefort, il y a une antériorité un peu genre chronologique comment elle s'appelle Laquelle? bah, celle dont Maxence est amoureux, quoi. C'est pas Delphine? Bon, bref, Et c'est l'autre, Catherine c'est- Deneuve, quoi. Ouais, Delphine et Solange. Bref, il y avait C'est Del- Solange ou c'est ouais. Delphine? Non, Solange c'est la rousse. Il Alors, y c'est avait Delphine. Delphine avant le portrait, donc c'est Ouais. un peu comme s'il l'avait peint à partir d'elle, Oui. même s'il l'a jamais vue. Alors Bah, que c'est genre la Pygmalion, c'est muse, vraiment... C'est la muse fantasmée. Ouais, c'est ça. Bah, c'est la phrase qu'est-ce que ce type doit m'aimer puisqu'il m'a inventé. Ouais. C'est le, tu vois, c'est vraiment et ce voilà, truc. et dans Inventer, moi je trouve qu'il y a un truc il en est le père, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Si on revient un petit peu à cette question de animé-inanimé, qui est quand même assez chelou, donc l'exemple des doudous est assez frappant. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver face à une œuvre et de vraiment avoir cette impression de vie assez forte? Je réfléchis. Moi, ça m'est jamais arrivé devant une œuvre. J'ai jamais eu ce truc-là devant un portrait, par exemple, tu vois, de genre. Mais c'est marrant parce qu'on en parlait l'autre jour quand on parlait de Laure Prouveau, justement, où je parlais Bah, du j'allais fait t'en parler, que. justement. Moi, c'est pas tellement des portraits, puisque c'est juste des seins. Mais quand je suis face au sein de Laure Prouveau, j'ai vraiment un truc, tu sais, très érotique. Ouais. J'ai envie de mettre ma tête dedans et de l'agiter en. Alors explique un tout petit peu ce que c'est que ces seins de Laure Prouveau. Bah, c'est. Avant de passer au motorboat, des seins de... Ben non, mais c'est une artiste contemporaine qui d'ailleurs est exposée à Biennale de Venise. Elle est finie, cela dit, non? Je sais pas. Je sais Moi, plus l'ai quand est-ce vu que à la c'est, finale, mais, là, il y a encore des gens qui m'ont vu son peu. Et bon, elle fait plein de trucs, hein, mais moi, entre autres, ce qui m'a marqué, c'est parce qu'elle fait des sculptures de seins. Et donc, on en avait vu avec Juliette il y a quelques années quand on avait été au crack de Sète. Il y avait un sein posé tout seul. Et là, quelques années après, donc à la FIAC, il y a carrément une sorte de porte-manteau de seins, avec des dizaines de seins qui dégoulinent comme ça d'un porte-manteau. Et pourtant, ça se voit hein, que c'est des faux seins. Enfin, je veux dire, ils sont en verre, ils ont une forme voilà, qui dégouline, mais ils ont un côté tellement... Alors pour le coup, je sais pas si on peut dire réaliste, parce que je pense que c'est un côté, le fantasme, l'idéal même du sein, qui est rond, avec le téton qui pointait vers toi, avec ce truc hyper féminin de vie, où ouais, moi j'avais grave envie de les toucher, quoi. J'avais envie de les prendre dans mes mains et de les squeezer, genre tchouk tchouk, tu vois. Gueule fait des mouvements de main, Genre, elle les agrippe, je elle palpe, malaxe. je palpe Ouais, les elle seins. palpe. Et ça, c'est là où j'avais trouvé ça super, c'est que je m'étais dit, là, l'illusion, elle est parfaite, parce que je sais que c'est du marbre, je sais que c'est du verre, mais j'ai l'impression que si je le touche, ce sein, il va réagir comme un vrai sein, quoi. Il va être chaud. Il va tressaillir, C'est il va être palpitant. chaud, il va être, tu vois, mou, enfin... Et ça c'est ça qui m'a trop plu, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être face à Galatée, finalement. Et toi, t'as ressenti juste une envie de palper ou t'as ressenti un truc érotique? Bah si, j'avais envie de palper, parce que je trouvais ça super érotique. Et t'avais envie de palper parce que
C'était des seins ou parce que c'était des faux seins? Non, parce que c'était des seins. Moi, justement, j'avais vraiment l'impression que si je mettais ma tête dedans, contrairement à ce qui se serait passé en vrai, c'est-à-dire que je casse une œuvre en verre, je me fais mal et j'en fous partout, ben, j'allais vraiment plonger ma tête dans une paire de seins, sauf qu'il y en a 10, quoi. Une sorte de, pour le coup, un fantasme un peu, Monstre. tu vois, monstre du genre, Alien. ah, il y a plein de seins, blablabla, tu vois. Ok. Voilà, Moi, j'adore. c'était mon petit témoignage. Et toi, Juliette, t'as déjà ressenti un truc comme ça? Bah, du coup, je réfléchissais pendant que Bull parlait. Je pense, oui, par exemple, dans les tableaux, mais parce qu'ils sont super réalistes et je trouve magnifiques, mais les tableaux de Edward Hopper. Donc, vous voyez, c'est surtout des ambiances de bars américains très vides, mais avec un travail sur les lumières tellement dingue qu'en fait, on est entre la photo, le cinéma et la peinture, quoi. Enfin, c'est du génie. Et t'as l'impression d'être avec les gens, quoi, d'être dedans, et du coup qu'il y a vie dans le tableau, que tu pourrais tourner la tête, retourner 10 minutes après, revoir le tableau, que la fille qui buvait son café est partie, elle est remplacée par un monsieur qui boit un verre de vin rouge. Enfin, et c'est hyper perturbant, parce que c'est trop vivant pour être figé, quoi. Mais pour moi, tu mets le doigt sur un truc qui est assez intéressant, qui est que, justement, tu dis c'est entre la photo et le cinéma. Il y a un truc dans le cinéma, enfin dans l'image animée, justement, et le mot est assez particulier parce que on dit objet inanimé, objet animé. Le cinéma, concrètement, c'est quoi? C'est genre un écran plat et genre un truc qui a été tourné au préalable. Donc ce que tu as devant les yeux n'est pas une vraie personne ou ne sont pas des vraies personnes. Et pourtant, l'image est animée, donc le mouvement te donne l'impression de la vie. Mais concrètement, t'as pas plus Brad Pitt devant toi dans ta chambre que quand tu regardes un film où il y a Brad Pitt au cinéma, quoi. Ouais. Il est juste pas là, c'est fake. Et en plus de ça, c'est C'est aplati. c'est en plus d'être aplati, c'est enfin à la base conversion lumineuse aujourd'hui, un truc numérique, tout ça. Mais pour moi, ça pose aussi, par exemple, sur cette question de l'érotisme, la question du porno, tu vois, tout simplement. Genre, qu'est-ce qui fait par quelle caractéristique de l'esprit, de l'immersion en gros, tu peux être excité ou genre terrifié, enfin, ou par un truc qui est faux, tu vois, par un truc qui est pas là. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à ce point-là à s'immerger là-dedans? Je sais pas si vous vous êtes déjà posé la. Enfin, si vous Mais avez. c'est marrant parce qu'on en parlait il y a la semaine dernière, je crois, quand justement je te disais, mais mince, je me souviens plus de ce terme et que tu l'as sorti, bah oui, l'appareil Dolly. Ah oui. Et il y a un peu ce truc. Alors là, c'est un peu différent parce que c'est. L'appareil Dolly, c'est le fait de voir par exemple dans un nuage ou dans une tache ou dans une mare de café un visage humain et de croire que c'est la présence humaine. Mais en fait, c'est un peu le même principe. Bon, il se trouve que là, c'est des trucs qui sont vraiment animés. Enfin, je veux dire, dans le sens où c'est représentatif d'un être humain. Mais il y a un peu ce truc du. Comme on a une conscience et qu'on est seul capable d'avoir une propre réflexion sur notre conscience, c'est un tel vertige qu'on a envie de donner corps et vie non seulement aux êtres autour de nous, encore heureux, de ne pas dénier la conscience des autres, mais même à des objets inanimés, que ce soit des œuvres d'art, des images animées ou même des tasses, enfin des objets, des verres, des ordinateurs, des intelligences artificielles. On a l'impression qu'ils ont une vraie conscience et ça, je pense que plus c'est réaliste sur un tableau ou une sculpture et plus l'appareil de lui, elle est efficace. Parce que comme tu disais, on a l'impression qu'il cligne des yeux. Or, on a tellement envie qu'il cligne des yeux que effectivement le tableau pour nous cligne des yeux. C'est comme, je crois que c'était la statue, je vais me tromper, mais une statue qui est exposée, je crois que c'est au musée d'Orsay, mais je suis pas sûre. C'est un truc, si c'est pas l'enlèvement des Sabines, c'est Zeus, et je sais plus, ou c'est une statue en marbre, et où il y a une. Donc, sur laquelle tu peux faire le tour, et le type Du qui Bernin. enlève la. C'est du Bernin? Ouais, c'est je le crois. Bernin, c'est peut-être l'enlèvement des Sabines ou c'est justement. Un truc de Zeus, non? Ou plutôt Apollon qui course Diane dans la forêt et qui la chope comme ça. Et tu vois la main dans la cuisse? Ouais. Et c'est fou parce que la main de la statue rentre dans le gras de la cuisse et ça se voit sur la statue. Et t'as beau avoir les visages humains, mais c'est ça qui te dit, mais c'est vrai, c'est un vrai truc, quoi. La cuisse dans le marbre est taillée comme une cuisse humaine. Et c'est sur ce genre de détails, je pense que l'œil s'attarde et se dit c'est du vrai. Mais ce que tu dis sur le porno, et en fait c'est
propre au porno pour la question du désir, mais en fait c'est propre au cinéma sur toute la projection que on porte sur ce qu'on est en train de voir. Déjà parce que le cinéma c'est l'illusion totale, le son, les images, les voix, enfin on est quand même à l'intérieur. Mais toi tu parlais du désir pour le porno, mais en fait c'est exactement la même chose quand tu regardes un film et puis tu pleures. Ouais, bien sûr. Parce que si tu pleures, c'est que tu es déjà dedans en fait, et que tu t'es reconnu dans un personnage, ou tu t'es inséré dans la fiction et t'as ressenti à la place d'eux. Et c'est un peu la même chose, j'imagine, pour le porno, où là c'est que le désir, mais où le sentiment, enfin l'érotisme, mais c'est un truc de projet où enfin t'es dedans quoi, Avec la nuance supplémentaire, mais après je sais pas, vous n'êtes pas forcément d'accord, que pour moi, il y a un truc avec le cinéma où, précisément parce que c'est fake, et parce que tu le sais, que ça te procure des émotions parfois plus fortes que si tu le vivais en vrai. Oui, mais alors ça c'est le théâtre, c'est pareil en soi. Bah, pas tout à fait forcément, tu vois. Mais oui, mais ok, peut-être. Mais tu vois, il y a un côté en mode, je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que Pygmalion, quand tu regardes sa statue, précisément parce que elle est fausse et que c'est une statue et il y a cette espèce de truc presque où tu recherches la frustration derrière ça, presque un peu maso, où justement c'est encore plus excitant, tu vois. C'est pour ça que je te disais, est-ce que toi t'étais excité parce que c'était des seins ou parce que c'était des faux seins, tu vois. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, par exemple, il y a ce poème de Mallarmé, Mes bouquins refermés sur le nom de Paphos, où justement il explique à quel point pour lui, ce qui est intéressant, c'est le côté faux de sa rêverie, tu vois. Et justement, il imagine comme ça, à la fin, la rêverie finie, il dit voilà, j'imagine en gros une Amazone, et il dit je pense plus longtemps, peut-être éperdument, à l'autre, au sein brûlé de l'antique Amazone. C'est-à-dire au truc justement qui est pas là, qui est pas vrai, qui est fake, tu vois. Le fait que ce soit fake procure encore plus d'excitation ou de terreur ou de frustration. Est-ce que c'est parce que justement, comme au théâtre, on a envie de se purger un petit peu parce qu'on sait que c'est faux, donc on sait qu'on peut se laisser aller, tu vois, t'as pas cette espèce de maîtrise sur toi-même, ou genre quand tu vois une femme dans la rue, bah tout d'un coup tu vas pas être pris d'une grande excitation ou quoi, ou quand tu vois genre quelqu'un pleurer, tu vas pas fondre en larmes aussi, tu vois, il y a une espèce de maintien propre à la vraie vie, on va dire, et que quand c'est faux, bah, peut-être que là tu ouvres toutes les vannes, il y a peut-être un truc un peu libérateur, quoi. Mais je pense que c'est justement ça qui rapproche d'autant plus Pygmalion et Galatée du fantasme, c'est que, comme tu le disais, Juliette, sur l'idée du créateur et du père, je pense que là où ça fonctionne d'autant plus, c'est que lorsque le fantasme de Pygmalion prend vie, c'est littéralement son fantasme. C'est-à-dire qu'on pourrait y revenir, mais Galatée n'a d'existence que parce qu'elle est le fantasme de Pygmalion. Ce serait par exemple, typiquement, une vraie femme qui ressemblerait trait pour trait à sa statue, le fantasme serait pas du tout le même que si c'est la statue qui prend vie. Parce que pour le coup, non seulement c'est son fantasme qui prend vie, mais qui est parfaitement conforme à ce dont il s'était imaginé. On ne sait pas, mais je suppose que le caractère de la statue Galatée devenue femme est exactement celui que Pygmalion lui aurait prêté. En plus d'être conforme, il en est le créateur. Ouais, Je forcément. pense que ça joue aussi, tu vois. Même s'il trouvait une Bien femme qui sûr. était parfaitement conforme, trait pour trait, etc., mais qui n'émanait pas de lui, ça serait moins fort. Mais précisément parce que Aphrodite, en la rendant vivante, l'a rendue vivante, comme tu disais, pour Pygmalion. Ouais, c'est ça. Elle lui a pas Il y a juste un donné côté, une femme en disant tiens, regarde, c'était ta statue. Ta statue est devenue Il y a un vivante. côté c'est de toi et c'est pour toi Ouais, aussi. c'est tu ça. vois. Donc forcément, tout ce que lui a rêvé ne sera... Parce que le principe du fantasme, c'est pour ça qu'on généralement on le garde à l'état de fantasme, c'est parce que dans le fond, on a extrêmement peur qu'il se réalise parce qu'on va être déçu. Or, si ton fantasme, on t'assure que ce sera exactement comme tu l'imaginais, à l'odeur, au goût près, évidemment qu'on aurait tous envie de le faire. Ouais. Et je pense que c'est ça la force et un peu peut-être du coup la tristesse de Galatée et de Pygmalion, c'est que c'est littéralement fantasme qui prend vie, et non pas une projection de ce qu'on aurait pu voir au cinéma. Mais par rapport à la comparaison créateur et Dieu, je pense qu'il y a clairement ça dans cette idée, genre c'est non seulement ton fantasme trait pour trait, mais surtout c'est pour toi, parce que c'est toi qui en es l'auteur, le créateur. Il y a tout ce délire avec les robots, enfin, tu vois, quand tu repars au statut des automates, où l'idée c'était essayer de faire bouger le plus possible la statue, etc. Aujourd'hui, clairement, on est dans ce fantasme à mort de robots, mais dans une optique précise, c'est qu'ils nous servent quand même. Oui, mais C'est qu'ils il sont y à a notre aussi service. dans l'imaginaire, et ça on retrouve dans beaucoup de films, ou même Frankenstein, ou les Avec trucs le comme truc ça. échappe, que la Ouais, créature c'est ça. échappe, ouais.
être Dieu et en fait Perdre aussi, le contrôle. aussi, oui, être Dieu, c'est faire preuve d'humilité aussi, genre, c'est genre rivaliser avec ce qui est pas avec ce qu'on ne peut pas rivaliser. Et en fait, le retournement de situation, c'est de ne pas maîtriser comment évolue sa création. Et en général, les films, je fais une généralité sur quelque chose que je connais pas, mais les films de science-fiction, en général, c'est quand ce qui a été construit par l'humain dépasse l'humain et que Ouais, il prend le contrôle, et que quoi. l'humain devient secondaire et c'est Mm. à force d'avoir en fait il y a un côté hyper chrétien derrière, genre à force d'avoir cru qu'il pouvait remplacer Dieu, l'humain se fait marcher dessus, tu vois. Ouais, Mais c'est grave. pour ça qu'il me semblait forcément qu'il y a une deuxième partie au mythe de Pygmalion qu'on n'a pas forcément. Soit justement Ouais, je il sais commet pas. une erreur et elle redevient statue. Parce qu'il manque un dénouement là-dedans. Parce qu'on s'attend Ouais. quand même à un truc. Ou soit justement elle lui échappe. Genre elle est plus la sienne quoi. Bah après, le principe là du mythe de Pygmalion, j'ai quand même l'impression que ce qui est important en fait, c'est la grâce des dieux, parce qu'en fait, dans ce qui, apparemment, hein, dans ce qui est raconté du mythe, c'est parce que non seulement donc, il s'est appliqué à faire une belle statue, il avait, comme on a dit, un mode de vie extrêmement rigoureux, puisque les Chypriotes se sont fait ensuite transformer en pierre. Donc le truc inverse, parce qu'elles avaient une vie pleine de vices, et qu'en plus de ça, la fameuse veille de la naissance de Galatée, Pygmalion avait fait une fête en l'honneur d'Aphrodite. Et donc il y a ce côté très, très grec, très dieu grec, du puisque tu m'as flatté mortel, voici ta récompense. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est là-dessus qu'il faut s'attarder, et peut-être justement mettre vachement plus en perspective avec le mythe des Chypriotes, les pauvres, on n'a pas le vrai titre, plutôt que de se dire ah qu'est-ce qui lui arrivait, est-ce que ce serait pas comme Orphée qui se retourne et Ouais. c'est pas ça en fait le cœur du mythe. J'ai l'impression que le cœur du mythe c'est conduis-toi bien, vis ta vie comme il le faut et respecte les dieux et ta récompense ultime te sera offerte. À l'inverse, va contre les dieux et leur volonté et c'est toi qui seras changé en pierre, tu vois. Et donc c'est quoi cette morale si on essaie de l'adapter aujourd'hui? Ah, Ça a vraiment parce que j'imagine qu'à l'époque ça devait avoir une importance cruciale, mais aujourd'hui, tu vois, ce rapport au dieu, c'est quoi en gros? c'est comme disait Juliette, à mon avis, c'est effectivement les traditions chrétiennes qui nous restent, le côté, voilà, humilité, respect, morale. Il faut avoir une vie morale pour avoir, tu vois, genre, donne, tends l'autre joue. Enfin, tu vois, genre le karma, genre tu fais quelque chose de bien, il va t'arriver quelque chose de bien, tu fais quelque chose de mal, il t'arrivera quelque chose de mal. Si tu respectes absolument tout, c'est Pinocchio. Si tu seras un vrai petit garçon quand tu seras un vrai gentil. Si tu continues de mentir, ton nez s'allongera, tu resteras une marionnette. Si tu fais les choses bien, en gros, c'est un peu le sacro-saint du tu seras humain si tu es quelqu'un de bien. Et si tu n'es Ouais. pas quelqu'un de bien, tu n'auras pas cette part d'humanité. Et si tu l'es et que tu fais de la merde, eh ben, on te la retire. Et tu Ouais, c'est deviens ça. une pierre, un démon, un animal, une plante. Enfin, Ouais, c'est ça, on retrouve un petit peu aussi cette même logique dans le mythe qui m'est très cher du golem. voilà. Non, parce qu'il faut que je vous dise, en fait, le créateur du golem, ce mythe extrêmement connu que vous connaissez absolument sûrement, c'est mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Mais attends, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que tous les juifs disent pas que c'est leur arrière-arrière-arrière-grand-père? Non. D'accord. Le grand rabbin Loev, paix à son âme, de Prague, avait façonné dans l'argile un golem, donc une espèce de monstre, genre une espèce à forme humaine quand même, pour défendre la ville de Prague contre les envahisseurs. Il lui avait écrit sur le front la lettre Chai, qui veut dire vie en hébreu. Et le golem a bien rempli son rôle de défense contre les envahisseurs. Et puis évidemment, tout d'un coup, il s'est mis à faire de la merde et à défoncer tout le monde et à vouloir se retourner contre son créateur. Et à ce moment-là, le grand rabbin Loev aurait du pouce barré ou effacé un bout de la lettre Chai du front. Et là, le golem s'effondre et redevient de l'argile. Avec ce délire de genre, t'écris vie sur le front, Tu rends la chose vivante. tu rends la chose vivante. Et Bah, Dieu est le verbe en même temps. Hein. voilà, c'est ça. Il y a un délire très Dieu, le verbe. Comment on dit déjà quand dire, c'est faire. Oui, Performatif. performatif. Ouais. Le langage performatif. Tu vois, tu vois pas? Si. Mais... Je sais pas. Là, peut-être qu'on part un petit peu en Non, couille. non, si, mais je pense, non, mais c'est une fois de plus, c'est un peu le côté cadeau de la vie, quoi. Tu vois, tu mérites Ouais. d'être vivant, tu mérites d'être humain. Et donc, ça me fait par penser à un extension. truc. Il y a eu énormément de recherches. On parlait de Léonard de Vinci, donc par exemple la Joconde.
le plus grand travail de recherche, c'est savoir qui est Mona Lisa. Comme si c'était important de savoir qui est Mona Lisa. Le Et modèle. du coup, de partir de l'inerte pour aller vers le vivant, parce qu'on a un besoin de recentrer les choses dans notre réalité à nous, pour, et on pense que ça va nous faire mieux comprendre le tableau qu'on est en train de voir. C'est un peu bizarre quand même. Ouais, non, Ouais. non, mais t'as raison, on recherche systématiquement de la vie, Mais même quel là où il y en a intérêt pas. on a de savoir qui est Bah, parce Mona que Lisa? je pense qu'il y a un truc où les œuvres d'art ont tellement de force pour nous, en tout cas pour certains d'entre nous, qu'elles ont presque plus de vie au bout d'un moment Oui. pour un certain nombre de personnes, au point qu'en partant de Mona Lisa, on se met à avoir une espèce de pseudo-fascination pour son modèle, alors qu'en vrai, si on retrouvait qui était le modèle, on s'en foutrait, parce que Exactement. ce qui est important, c'est le tableau. Et ça, on le retrouve dans tous les grandes œuvres du Louvre, fléchées, indiquées et prises 500 000 fois en photo par jour. Quelle déception on aurait si on savait, si on retrouvait Mona Lisa déjà. Et quelle déception on aurait si on voyait la Vénus de Milo. Parce que la Vénus Oui. de Milo, elle est amputée des 2 bras. Elle est laide, enfin, elle est horrible, elle est monstrueuse, elle fait peur. On la verrait en vrai que tout le monde fuirait. Là, tout le monde la prend en photo parce qu'elle est de marbre et que... Bon, après, elle a amputé les deux bras parce que les bras sont tombés. Oui, mais sauf que si Ouais, elle, le si fait elle, est que- apparaissait, elle apparaîtrait dans cette forme-là, tu vois. Et c'est ça ce qui est génial avec, et qui est en même temps horrible, avec l'art, c'est que parfois la représentation est fascinante et on a ce besoin de la recentrer dans la vie réelle et plus dans la fiction, mais en fait il faut jamais le faire parce que et parce qu'on le voit très bien, on verrait jamais de publicité avec une femme amputée des 2 bras, tandis que là elle est considérée comme idole, alors que dans le monde moderne une femme amputée des 2 bras est une femme amputée Ouais, bien sûr. et discriminée. Non, mais c'est sûr, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup d'amateurs d'art qui ressentent infiniment plus de tendresse pour des œuvres que pour leurs compères êtres humains. Moi, ça me fait penser un petit peu au fameux syndrome de Bovary, tu sais, qu'on retrouve aussi chez Swann, chez Proust, quand il décrit Odette. Il ne peut pas s'empêcher de la comparer à des œuvres d'art. Tu sais, comme si tu voyais les êtres humains à travers les portraits, les visages d'œuvres d'art. Ce qui est quand même un truc un peu chelou en soi, tu vois. C'est-à-dire que tu vois une personne humaine et vivante en face de toi et tu dis « Ah, elle a des yeux si botticelliens, ah, elle a une bouche très Piero della Francesca, l'éclat dans ses pupilles, vraiment comme un éclat Turner sur la mer. » Enfin, c'est en mode... Tu compares quand même l'animé à de l'inanimé et pas l'inverse. Ce qui est un peu bizarre. Oui. Parce que que tu puisses retrouver des traits de tes potes ou de ta famille dans les tableaux, c'est une chose, mais dans l'autre sens, c'est quand même un truc un peu morbide, je trouve. Enfin, en fait, ça dépend de comment tu le vois. Est-ce que ça veut dire que, genre, en comparant Odette à des peintures, tu donnes vie à ces peintures, ou est-ce que c'est un peu de la En fait, mortification de la femme, quoi, tu vois? C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que si Odette ressemble à des peintures, les peintures ressemblaient à des gens du vivant aussi avant. Donc on est dans une boucle infernale où tout le monde se ressemble et on fricote entre la fiction et la réalité. Non, le problème, c'est qu'au début, il l'aime parce que c'est un Oui. amateur d'art et parce qu'elle lui fait penser à des tableaux, tu vois. Oui, mais les tableaux... Comme les Bovary, femmes elle oui, mais les femmes fantasme représent- sur ses romans d'aventure, mais en fait... Ouais. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi une dimension, en tout cas, beaucoup de choses dans l'art. Je pense que si on a une fascination pour Mona Lisa, c'est aussi que, contrairement à son modèle, elle vivra toujours. Mona Lisa, elle existe. Et parce qu'on lui a donné une identité, même si ça reste un tableau, elle perdurera. Et on ne peut pas s'empêcher, face à un tableau, d'avoir une pointe de jalousie, de se dire, sa beauté est éternelle. Et moi, dans 30 ans, bon, soyons plus optimistes, dans 60 ans, j'existe plus et je ne suis que poussière. Donc je pense qu'aussi le truc de comparer un vivant à une œuvre d'art, ça a non seulement la gageure d'être compréhensible par tout le monde, dans le sens où si tu dis elle a une peau à la Rembrandt, bah, ça parle, en tout cas en considérant qu'on Genre a... craquelé un peu par les années. Non, mais tu vois, je sais pas, un teint un peu blanc et en même temps douceur de l'ombre, tu vois, j'en sais rien. C'est un référentiel que tout le monde peut comprendre. Si on dit, on dirait la Vénus de Botticelli,
on l'a en tête, on sait à quoi ça ressemble. Alors que s'il dit on dirait ma cousine Lucette, quelle bombasse, bah, ça n'évoque rien à personne. Et en plus, tu donnes une qualité objective de beauté et d'éternité à cette personne. Ouais, éternité peut-être, mais elle n'est pas vivante, tu vois. Mais d'où le problème du cinéma en fait, et des stars, alors notamment des stars femmes en fait, parce que elles vieillissent, contrairement au tableau, et que le seul remède c'est la chirurgie esthétique, et que la quête de la beauté éternelle et de la jeunesse, elle est... Enfin je veux dire, elle existe parce que ces personnes-là, on les connaît pas, ce sont que des images, et d'accepter et de voir vieillir ces images, ces stars en question, elles en sont conscientes que pour elles, que pour nous, elles représentent des images. Et le fait de vieillir, c'est un échec. Et c'est hyper malsain parce que tout le monde vieillit et qu'un visage change et qu'on reste... Enfin, le temps n'est jamais mis sur pause, mais voilà, le cinéma, contrairement à la photo... il fait évoluer des mêmes visages dans des périodes différentes, et il y a une attente de notre part pour que ces visages ne changent pas et qu'ils soient toujours reconnaissables. Je vois ce que tu veux dire, mais justement pour moi le cinéma c'est quand même à part, parce que même si c'est fake, ça reste genre enfin ça reste vraiment un modèle immédiat et direct d'une personne réelle qui vit et qui existe, et même sur l'écran genre c'est quand même le jeu d'une actrice ou d'un acteur, alors qu'un tableau c'est vraiment quelque chose d'inexistant, tu vois. Et moi, c'est cette question de la valeur que je me pose, tu vois. Par exemple, je vais vous poser une question. Est-ce que si vous vous retrouviez face à un dilemme où vous avez mettons, un incendie dans le Louvre, et que vous aviez le choix entre sauver ta cousine Lucette ou peu importe, une personne, une inconnue, et la Joconde, vous choisiriez quoi? Moi, je choisis quand même l'inconnu. Ah ouais, si, moi aussi. Pour moi aussi. La question se pose même pas, parce qu'en fait il y a une distance incommensurable entre ce qui est vivant et ce qui n'est pas vivant. On accorde quand même une valeur normalement. Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui répondraient pas à ça, tu vois. Ah mais c'est oui. Un conservateur au Louvre déjà. Mais attends, mais ne serait-ce que le nombre de gens qui s'en foutent complètement des massacres dans telle ou telle ville, mais alors le jour où on touche à la cité archéologique, et tu vois par exemple, enfin je dis ça sur un air un peu méprisant, mais tu vois il y a une citation de Lévi-Strauss qui dit un truc genre je me souviens plus exactement de la citation, mais elle dit les années passent, des millions d'années peuvent passer, ça reste un grain de poussière temporel face à l'univers, les gens en réalité sont les mêmes, l'histoire se répète. La seule chose qui prouve qu'il s'est passé quelque chose dans l'humanité, c'est les œuvres d'art, tu vois. C'est la seule chose qui prouve qu'il y a eu des hommes et qu'ils ont été vivants, tu vois. Qu'une personne meure ou qu'une personne vive sur cette planète, peu importe, mais les œuvres d'art, on va dire les chefs-d'œuvre de l'humanité, c'est la seule chose qui montre que l'humanité a existé et qu'il s'est passé un truc, tu vois. Moi, je suis pas forcément d'accord, tu vois. Enfin, pour moi, peu importe une ruine d'une cité aussi sacrée soit-elle, magnifique, tout ça, face à l'extermination d'une population, tu vois. Ouais. Non, mais je vois, en soi, en fait, je suis assez d'accord avec toi. Mais tu vois, par exemple, je pense à ma réaction quand Notre-Dame a brûlé, qui était, j'ai overréagi, hein, j'en ai pleuré pendant des semaines, tu vois, parce qu'il y a... mais je pense que inconsciemment, même si c'est un peu bête, c'est relié à ça, cette idée que, bon, ok, c'est une charpente qui brûle, ok, c'était des bois vieux de je sais plus combien de milliers d'années, mais c'est surtout, je sais pas, moi, dans mon imaginaire un peu romantique à la con, tu sais, je les voyais, les mecs, quoi. Je voyais les types de l'époque qui étaient en train de s'arracher le dos, qui allaient mourir sans savoir à quoi ça ressemblait. Et quand cette charpente est partie en fumée, tu vois, c'est aussi la mémoire de dizaines de milliers d'ouvriers qui est partie en fumée avec. Mais tu voyais les ouvriers ou tu voyais les personnages de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo? Non, je voyais les ouvriers, tu vois. Et bon, évidemment, il y a les personnages aussi. Mais justement, tu peux dire, les personnages de Victor Hugo, Notre-Dame, elle est dans Notre-Dame. Donc Quasimodo, il est dans Notre-Dame de Victor Hugo. Ce Notre-Dame-là, il brûlera jamais, tu vois. Et c'est ça la force aussi d'une œuvre d'art. Mais, enfin, tu peux brûler le livre, mais t'as compris. Mais je pense qu'on attache aussi, je pense en tout cas que c'est pour ça, c'est parce que quand un peuple meurt, en tout cas une partie d'un peuple meurt, on a toujours un peu cette idée que le peuple n'est pas vraiment mort. On en a tué 1 million, mais il en reste 3 millions, donc le peuple va se refaire. Quand une cité aztèque disparaît sous les flots, c'est la civilisation aztèque qui meurt, tu vois. Qui meurt non seulement parce qu'elle était déjà morte, mais qui meurt une deuxième fois parce qu'on a tué les vestiges de cette civilisation.
Je pense qu'il y a un truc Ça, je très comprends bien cette idée humanisant de la là-dedans, mémoire, tu tu vois. vois, mais par exemple, quand tu reprends le mythe de Pygmalion et la comparaison, justement, la statue prend. En fait, il y a un truc comme si c'était une espèce d'échange équitable. En mode, ok, on va transformer en statue les Chypriotes et on va donner vie à une statue. Comme s'il y avait un espèce d'échange équivalent, tu vois. Mais comme si c'était déjà mieux d'être en vie. Comme si quoi? C'était mieux d'être en vie. Ouais, il y a une C'est-à-dire- valeur de la vie que c'est mieux d'être humaine que d'être une belle statue, quoi. Oui, mais c'est surtout que, enfin, comme si en gros ça avait la même valeur en mode, bon bah, je donne une vie à la statue et j'en prends une à un être humain, tu vois. Ouais. Mais pour moi, c'est pas du tout équivalent. Enfin, tu vois, la balance est pas du tout égale. Enfin, je veux dire, c'est. Enfin, je sais pas, moi j'accorderais toujours infiniment plus de valeur À la vie. à la vie qu'à une œuvre d'art aussi puissante soit-elle, quoi. Hmm. Ouais, mais si tu avais le pouvoir de donner vie à une œuvre d'art qui est la tienne, est-ce que tu le ferais pas? Contre, préférais, contre l'échange d'une Non, vie? pas Non. spécialement. Comme ça, Ah. tu construis, tu nous fais une Pygmalion, tu vois, pendant C'est une des bonne années, question. je sais pas, bon, je prends un exemple, c'est le premier qui me vient en tête, mais tu vois, genre, je sais pas, Giacometti et ses petits personnages, ou c'est grand même, tu vois, il y a des fois où le mouvement est tel que tu te dis, putain, mais je le vois marcher, enfin, cette silhouette-là, elle est en mouvement, et t'as qu'une envie, c'est que la statue sorte de son socle et se mette à se balader dans les couloirs du musée, tu vois. Et en même temps, t'es hyper content de dire, putain, c'est cool, c'est une statue, enfin... Bah oui, en fait, c'est ça, c'est paradoxal. C'est-à-dire que t'as trop envie qu'elle se mette à marcher, mais si elle se met à marcher, et qu'en gros, elle devient humaine et elle se taille dans les couleurs du musée, t'es un peu en mode, ok. Bah, c'est les robots. Bon, bah, j'ai. Non, mais c'est en mode, bah. Genre, j'avais fait une putain de statue et maintenant, bah, il en reste qu'un être humain un peu normal, quoi, lambda, comme tous les autres. D'où le truc de la question de valeur. Mais oui, moi, je pense que je pourrais nourrir ce fantasme, ouais, clairement. Mais parce que je pense aussi, je pensais à ça parce que j'ai oublié le nom de ce concept, mais comment il s'appelle déjà? Vous allez peut-être m'aider. Le fossé de... Bon, j'explique j'explique le concept. C'est un concept... en gros, c'est l'idée que quand tu représentes quelque chose d'humain, soit il faut qu'il... En fait, si il est... C'est difficile à expliquer. Soit quand il commence à être trop humain, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de, je sais pas moi, une patate dans laquelle t'aurais collé 3 allumettes et des billes pour les yeux ou un bonhomme de neige, ou là, genre, bon bah la fameuse pareidolie, ok, ça ressemble, c'est un bonhomme de neige, bah bonhomme, ça ressemble à un être humain, mais ça reste tellement éloigné de à quoi ressemble un humain que ça reste quelque chose de visuellement très acceptable, les dessins animés ou ce genre de trucs. Et quand tu représentes typiquement dans un robot ou une statue de cire quelque chose qui se rapproche pratiquement à la perfection dans le sens réalisme de l'humain et qui a un petit défaut, ce défaut il devient monstrueux. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Ça a un nom, ce concept dont j'ai oublié, c'est le fossé de quelque chose, c'est une sorte de graphique avec une courbe, et à partir d'une certaine forme de réalisme, le moindre détail Ouais. devient monstrueux. Précisément parce que c'est tellement réaliste que, bah, comme tu disais sur la Vénus de Milo, elle aurait peut-être une carnation humaine et un côté mouvant sur le visage, on serait horrifié de voir cette femme sans bras. Or là, parce qu'elle a l'air d'être un marbre, voilé, etc., on se dit, mais quelle belle statue. Et il y a ce truc très, très fin où on a beaucoup de mal à se... Bah, je pense que c'est un peu la question du référentiel. C'est-à-dire, tu dis, ouais, c'est une statue très réaliste, ou à l'inverse, tu dis, ouais, c'est un être humain très statufié. Enfin, tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est en mode, si ça ressemble énormément à un être humain, tu prends comme référentiel l'être humain et tu te dis, oula, il y a un truc très très figé dans son regard. Alors Style que. les statues de cire du musée Ouais, Grévin. de ouf. Ouais, de oui, ouf. c'est ça, exactement. Ça, Johnny Hallyday, il a pas exactement la même barbe, ou il a un œil un peu Tu plus le bas que reconnais, l'autre, et ça Mais t'angoisse tu reconnais profondément. que c'est pas lui Ouais. aussi. Ouais. Beaucoup plus que si on faisait un portrait au crayon, quoi, où tu reconnais que le mec, il a une posture de Johnny Hallyday, ça va pas t'angoisser qu'il ait 2 points Ouais. à la place des yeux. Et mais je pense que justement, là où on se trompe, ça veut rien dire, mais dans le mythe de Pygmalion, puisque ça reste un mythe et que c'est donc pas une histoire qui a été... Enfin, c'est pas une vraie histoire, je pense que plutôt que de voir une statue transformée en femme, c'est avant tout, comme tu disais Juliette, le créateur de la femme. En fait, cette femme, elle était destinée à être vivante. Ce qui est beaucoup plus emmerdant, je trouve, dans le mythe de Pygmalion, c'est précisément que cette femme qui devait être vivante a d'abord été une statue. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que le principe du mythe, c'est que de toute façon, Galatée, elle allait prendre vie. C'est que Ok. sinon, le mythe n'aurait pas existé, tu vois. D'accord. C'est pas un coup de chance du genre, Oui. bon, allez, Pygmalion, t'as été sympa, je transforme ta statue en femme. C'est genre, voici un homme qui a réussi à créer la femme idéale qui lui sera fidèle, tu vois. Et ça, je trouve que c'est d'autant plus gênant que bah, c'est Adam et Ève qui est créé de la côte d'Adam, c'est la femme descend de l'homme créateur parce que lui il sait ce qui est bon pour la femme, contrairement aux chypriotes
qui étaient indépendantes et qui se sont fait transformer en rochers, qui, elles, avaient une indépendance depuis le départ. Je suis un être vivant, je fais mes propres choix. Galatée, elle est si merveilleuse parce qu'elle est la création de l'homme, en fait. Enfin, c'est comme ça que je vois le mythe. Et qui est du coup un peu problématique aussi. Du coup, coup dur pour la femme, quoi. Ouais, coup dur pour la femme, ouais. Mais bon, après, dans Chypriette, il y a quand même Riette, donc... Ça fait plaisir. Moi, ça me... Ouais, mais le mot n'existe pas, donc... Non, mais attendez, je vais essayer de retrouver quand même le nom. Propérides. Un truc comme ça, les paraménides ou les... Oh là là. Je vois pas du tout de quel mot tu parles. Mais si... Le peuple des femmes chypriotes. Mais en tout cas, ouais, moi, à titre personnel, je pourrais nourrir ce truc. Je trouve qu'en plus, perso, comme j'écris des scénars, il y a grave cet aspect-là, en fait, justement, dans l'écriture de scénario, parce que tu commences vraiment... Propétide. Voilà. Tu commences vraiment en écrivant des répliques sur du papier, enfin, c'est juste des lignes noires, et à la fin, ça finit par des vraies voix, si tu fais du cinéma, des vrais visages qui se mettent à jouer, et donc qui vraiment donnent vie à un personnage totalement imaginaire qui à la base était que des tracés noirs sur du papier blanc. Donc il y a vraiment ce délire, incarnation ou genre création d'être vivant. Et d'où la frustration quand ton scénario est pas produit et du coup ça ne reste qu'à l'état de scénario. Et je pense qu'il doit y avoir vraiment une espèce de jouissance d'entendre la voix du personnage que tu as créé, quoi. Mais c'est sûr, mais en vrai ça marche, c'est ce que tu disais sur les Demoiselles de Rochefort et le concept un peu triste de il n'y a pas de surprise tellement mon fantasme, mon idéal féminin existe. Moi je me souviens quand j'étais petite, c'était à l'époque où j'avais 10-11 ans, j'étais persuadée que j'allais finir seule et moche, et du coup j'avais écrit une lettre à mon futur, Okay. tu vois, mon futur mec. Mm-hmm. Alors je me souviens plus, hein, mais voilà, c'était une longue lettre de déclaration d'amour où là vraiment le type dans ma lettre il avait pris corps, quoi, tu vois, il avait des qualités, il me reconnaissait surtout ça, c'est tellement drôle, mais Ouais, ça, c'est trop il drôle. me reconnaissait des qualités, il m'aimait pour qui j'étais, enfin tu vois, je m'étais créé une sorte de fantasme masculin de celui qui j'aimerais qui un jour, c'est genre l'unique qui me reconnaîtrait parmi la foule, genre en mode toi, c'est toi que je veux. Et donc j'avais caché cette petite lettre dans mon bureau en me disant alors au départ c'était vachement plus dark, c'est genre ouais, le jour où je serai seule, un jour on trouvera cette lettre et on pleurera bla 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 bla. Mais au-delà de ça, je pense que j'avais quand même un petit espoir que le jour où je rencontre ce mec, je puisse lui dire hey mec, je t'avais déjà inventé à l'époque, je savais que c'était toi. C'est une sorte d'orgueil du... Ouais, j'avais tout prévu. J'avais tout prévu et puis on était fait pour être ensemble, c'est une sorte de mais comme Pygmalion, une sorte de truc hyper rassurant de se dire ça ne peut être que toi, quoi. Je t'ai inventé, donc on est fait l'un pour l'autre, donc on va finir notre vie ensemble, ça va être merveilleux. Et entre-temps, fort heureusement, il m'est arrivé de jolies histoires d'amour, donc ça va, je suis guérie. Et là, l'autre jour, je suis passée, parce que du coup, entre-temps, mon bureau, je l'ai filé à ma cousine, pas Lucette, mais une autre cousine. Et je suis retombée sur le bureau là, il y a un mois, et j'ai fouillé frénétiquement mon bureau pour retrouver cette lettre. Je ne remets pas la main dessus. Alors, elle a dû disparaître entre-temps. Il l'a trouvé. Ou alors, il l'a trouvée, et il m'attend en bas de chez moi désespérément depuis 10 ans, je ne sais pas, tu vois. Alors, c'est marrant que tu parles de ça, parce que je comptais pas forcément l'aborder dans cet épisode, mais tu parles de ça, donc c'est quand même un tremplin Ça me fait plaisir. génial. Clairement, ça me fait penser, ce que tu dis, et cette histoire de destin, à ce qu'on appelle le syndrome de Pygmalion, qui est, comme tu nous l'as dit, Bulle, tout à l'heure, cette histoire de prophétie autoréalisatrice. Ouais. Tu peux nous le... Et bah, alors, tout à l'heure, nous lisions en off l'effet Pygmalion. En gros, c'est une théorie un peu sociologique sur l'idée que quand une autorité quelconque, c'est-à-dire que toi tu reconnais, donc ça peut être parentale, professorale ou même amicale ou amoureuse, qui t'envoie des bonnes vibes, en gros, qui t'encourage, qui croit en toi, tu as statistiquement beaucoup plus de chances de réussir là-dedans parce qu'il y a une autorité qui t'a dit tu peux le faire. Et à l'inverse, puisque tu parlais du golem, l'effet inverse, donc d'une autorité qui te sous-estime ou en tout cas qui te dénigre, ça s'appelle l'effet golem, qui fait que du coup, voilà, avec le pouce, on t'efface et tu redeviens argile, quoi. Statistiquement, tu as moins de chances de réussir ce que tu entreprenais. La morale de cette histoire, les amis, c'est quoi? Oh, c'est compliqué. Au fond, c'est qu'il faut se soutenir dans la vie. Il faut être là l'un pour l'autre. Bah ça, c'est Les sûr. uns pour les autres. Il faut s'encourager parce que si, à l'instar de Pygmalion, on a statistiquement plus de chances de réussir ce qu'on entreprend si on nous soutient, alors
Bon, autorité ou pas, moi je considère que les potes, ça fait le taf aussi, tu vois. Bon, ça peut être considéré comme une forme d'autorité. On Hein. peut se soutenir et se dire que voilà, nous aussi on peut Et même réussir les à... employeurs, les parents. Voilà. On peut réussir à donner à faire émerger le meilleur de nos amis, le meilleur de nos On peut proches. créer notre propre Galatée tous ensemble. Exactement. Pour faire de Galatée une galaxie. Pardon, j'en Mais avais tout envie. à fait, tout à fait. Voilà, et c'était bien de finir sur des perspectives un peu cosmiques comme ça. Moi j'adore quand on finit sur le cosmos, c'est toujours c'est toujours un peu fort. Cet épisode s'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce que l'une d'entre vous a quelque chose à rajouter? Bah moi en tout cas ça va très bien et j'espère que toi Moi, Justement, ça j'allais va, vous demander ça pour va. finir comment ça allait, ouais. J'ai un petit coup de barre, mais ça va. Ouais, bah non bah ça va c'est nickel. bah ça tombe bien, on s'arrête. J'espère que vous avez apprécié. Mardi, toujours au rendez-vous, toujours fidèle au poste. Pygmalion, Galation. Galation, hein, n'oubliez pas de passer par le détroit de Gibraltar. Gibraltar en vous rendant à Chypre, hein, toujours important. Écoutez, on vous souhaite le meilleur. Ah bah oui. Mais Gibraltar ça marche aussi hein. Gibraltar, ouais. Ouais, tout à fait, ouais. C'est drôle aussi. C'est très drôle. Mais c'est de là que venait ma blague tout à l'heure sur les Chypriotes qui vivaient dans l'excès. Je sais plus. Alors, j'ai pas saisi la blague, mais... Mais pourquoi on a reparlé du détroit de Gibraltar? C'est parce qu'on a parlé de Chypre et que j'ai dit... Chypre. Bah, Tu as dit Chypre. Oui, de Chypre. Et après, Oui. C'est vrai que nous avions ri. oui. Et après, on a reparlé du détroit de Gibraltar. C'est possible. Bon, La boucle est bouclée. Bon, du coup, je vous souhaite de faire plein de belles choses, de belles créations, de leur donner vie. Comme ça, on va être entouré de petites créatures monstrueuses comme ça que vous avez dessinées. C'est cool. Alors moi, s'il y a bien une création que je n'aimerais pas voir prendre vie, c'est bien les dessins d'enfants. Hein, je sais pas oui, pour ça vous. fait peur, ouais. Mais c'est clair. voilà, moi, s'il y avait un truc perso où je suis pas super chaud pour que ça prenne vie, c'est bien les dessins d'enfants. Voilà. Putain, j'avais pas pensé à ça, mais t'as raison. En fait, Pygmalion, c'est archi pervers. Bah non, mais heureusement que le mec était chaud en sculpture, quoi. Ouais, c'est Ouais. clair. C'est-à-dire que si le mec était moins chaud, c'est peut-être pour ça aussi qu'Aphrodite s'est dit bon, elle est tellement bien faite qu'on peut lui donner la Oui, vie, c'est ça, ça on passe, peut tu faire vois. un Le peu. Bernin, ça passe. Mais Elle a pas l'air bien méchante, quoi. voilà, typiquement, Giacometti, moi je suis pas super chaud, tu vois, pour être entouré de figures comme ça. Ouais, ça fait un peu flipper. Voilà. Sortie des camps, là. Entre êtres humains, on est très bien, voilà. On vous fait des bisous. C'est On pas un peu espère que- spéciste ça Ouais. C'est totalement spéciste, mais moi je suis totalement pour la Spéciste. supériorité de la race humaine sur toutes les autres races. Ce sera un autre C'est un autre débat, Ellie. C'est un autre débat, ouais, mais j'ai toujours soutenu la race humaine. Mais on en reparlera parce qu'il y a des choses à se dire. On vous aime, on vous embrasse, on espère que vous avez aimé cet épisode de Mardi Madi. Et on vous fait des bisous et à la semaine prochaine Un pour petit pouce un bleu. troisième et dernier mythe, un pouce bleu, des Un petit likes, des commentaire. commentaires, partagez à vos Petit amis, abonnement, ça fait faites plaisir. tourner, ça fait Faites-nous une plaisir. page Wikipédia aussi. Ouais, notre page Wikipédia, franchement, L'effet Mardi Madi, hein. dessinez des portraits de nous. Ouais, l'effet Mardi Madi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est plus vous écoutez de Mardi Madi, plus vous avez envie d'écouter de Mardi Madi, et plus vous avez envie d'écouter de Mardi Plus Madi, la vie est belle. et plus la vie est belle. C'est vrai. Plus vous réussissez dans la vie, vous réussissez ce que vous entreprenez. Amour, argent, retour de la femme aimée, tout Exactement. Mm. Franchement, C'est mieux qu'un gourou, quoi. c'est infiniment mieux qu'un gourou, qu'un magnétiseur ou qu'autre voyant ou voyante. quoi. Ou que Pygmalion. Hein. On vous aime! Bisous, love.